Alexandre Fouin est la coprésidente du groupe Actifs numériques et chaînes de blocs et associée au sein du bureau d'Osler à Montréal. Sa pratique est axée sur les institutions financières, la réglementation visant les produits et les services financiers, la réglementation sur les valeurs mobilières et les produits d'investissement, incluant les cryptoactifs et les contrats de cryptoactifs, le financement structuré et les marchés des capitaux d'emprunt. Elle conseille également régulièrement les grandes institutions financières canadiennes sur leurs émissions d'obligations et le maintien des programmes d'émissions qui y sont liés. Bonjour à tous. Merci au M&A Club de me recevoir et surtout de me donner cette opportunité d'éclaircir un petit peu ce qui s'est passé dernièrement dans le domaine des actifs numériques et l'encadrement juridique qui va avec. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent en ce moment. Donc, c'est un très belle opportunité de vous éclaircir un petit peu. Tout d'abord, je voulais quand même faire un petit peu de background, désolé de l'anglicisme, sur à la fois ma pratique et ce qu'on cherche à faire chez Osler, parce que vous vous demandez forcément qu'est-ce qu'un avocat en actifs numériques et chaîne de blocs. Ça n'existe pas, un avocat en actifs numériques et chaîne de blocs. La réalité, c'est que j'ai une pratique dans certains domaines, donc Eric vous a décrit, qui sont vraiment liés à la réglementation, qui est la réglementation qui a été appliquée en premier et qui l'est aujourd'hui appliquée aux cryptoactifs. Mais la réalité, c'est qu'il faut, pour pouvoir conseiller les gens dans le secteur de l'actif numérique et de la chaîne de blocs, il faut beaucoup d'autres spécialités légales. Et c'est donc ce qu'on a essayé de faire chez Osler. On a créé cette équipe dédiée pour accompagner nos clients dans le secteur. Mais moi, je suis coprésidente d'un certain… je suis au Québec avec ma spécialité de réglementation. J'ai un autre coprésident qui s'appelle Matt Burgoyne, qui est en Alberta, qui lui a sa spécialité plus commerciale, je dirais, révision de termes et conditions et autres. Et nous avons une équipe de plus de 50 avocats au sein d'Osler pour couvrir le reste, parce que fiscalité, IP, cybersécurité, privacy, tout ça sont des choses dont vous avez besoin quand vous pensez ou quand vous êtes dans le secteur des actifs numériques et chaînes de blocs. Donc, moi, je parle de ma pratique de droit et de ce que la réglementation qui est afférente à ça, et je vais vous présenter le cycle de ce point de vue, qui est donc plus financier, je dirais, que le point de vue de certaines autres personnes qui va être plus du côté commercial. Mais comme vous en doutez, je suis avocate dans certains secteurs de droit. Et on applique ça aux actifs numériques et à la chaîne de blocs. Aussi, une autre chose importante, ce que je veux faire, c'est absolument pas une prise de position. Il n'y a vraiment pas de politique dans ce que je présente ici. Je ne suis pas là pour vous dire d'acheter du Bitcoin, pour vous dire que c'est un bon investissement ou pas un bon investissement, non seulement parce que je ne suis pas conseiller financier, mais aussi parce que ce n'est pas le positionnement du tout qu'on prend. Ce qu'on veut faire, c'est aider les gens à la mise en œuvre des décisions d'affaires de façon sécuritaire, d'un point de vue légal, vous accompagner et accompagner qu'il faut pour ce faire. Donc, il n'y a vraiment pas de positionnement politique dans ce que je veux vous présenter. Et comme je dis, je ne suis pas là pour vous dire que le Bitcoin est un bon ou un mauvais investissement. Cependant, on a vu un cycle de boom and bust proche de celui qu'on aurait pu voir dans un marché financier, dans les marchés financiers traditionnels. Et c'est celui-là que je veux vous expliquer un petit peu avant de passer au travers la réglementation applicable, puis qu'est-ce qu'on peut faire ici au Canada pour se protéger, puis pour faire les choses de la manière la plus sécuritaire possible. Donc d'abord, le boom. Le boom qu'on a pu observer a été dû à une multitude de facteurs, certains n'étant absolument pas spécifiques aux cryptos et qui se ressentaient aussi sur les marchés de capitaux traditionnels. On a pu voir la montée des investisseurs do-it-yourself, ça a aussi participé au marché bullish qu'on a vu dans les marchés capitaux traditionnels, l'augmentation de l'épargne des ménages occidentaux pendant la COVID, etc., etc. Quelques points de repère cependant sur ce boom. En janvier 2021, la valeur totale du marché des cryptos était de 780 milliards US. Le pic, il a eu lieu en novembre 2021 avec 3 trilliards. Et en ce moment, on est à 1,5 trilliard. Donc, on est quand même toujours au double de janvier 2021. Oui, il y a eu une chute monumentale depuis le pic, mais on reste le double de janvier 2021. À garder en tête un petit peu quand on regarde le marché. Et là-dessus, il y a un point que je souhaite mettre en valeur, c'est la montée du Web3, donc cette vision d'une troisième version du web distribuée
et non plus centralisé. Et l'utilisation des actifs numériques et de la chaîne de blocs pour des applications. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment la mise en place de protocoles qui utilisent la technologie, mais qui ont une utilité autre que la devise. Et quand on regarde cette activité-là, l'activité des développeurs sur les différentes chaînes de blocs majeures n'a pas réellement ralenti. Donc, cette activité-là, elle est encore là. On en voit de plus en plus d'applications autres que la devise. Par exemple, il y a 2 semaines maintenant, la CVMO a approuvé un projet pilote de tokenisation des biens immobiliers. À ce qu'on sache, ça va être le premier projet comme ça qui est un tampon d'un régulateur et qui va être effectué sous le visu d'un régulateur. Les NFT sont un autre exemple. On parle beaucoup des NFT, donc les non-fungible tokens, qui sont des œuvres d'art digitales. L'utilité de celle-ci est débattue par beaucoup et crée beaucoup de scepticisme. Cependant, la réalité, c'est que les NFT, ça peut aussi être tout simplement attaché à une œuvre, donc une chanson ou une œuvre physique ou autre, un identificateur individuel qui va permettre ensuite de tracer les royautés qui sont dues à l'artiste directement. Donc, il y a tout un secteur des NFT qui, en fait, se focalise sur limiter les intermédiaires pour les artistes et faire en sorte qu'ils aient le plus possible des royautés qui leur reviennent directement. Donc, ça aussi, c'est une autre utilité dont on parle peu, mais qui existe. Je vous dis tout ça parce que le boom, était aussi dû à cette activité-là. Oui, il a été dû aux do-it-yourself investors, même sur Internet, à Reddit et à de la spéculation, comme on le dit, c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais il y a aussi toute cette activité. Donc, l'utilisation de la chaîne de blocs, comme Ethereum, par exemple, pour faire des vraies applications et des vrais smart contracts. Ce qu'on peut espérer pour le marché, c'est qu'on va se concentrer là-dessus de plus en plus et que c'est donc un marché où on va voir de plus en plus des utilities, de la vraie utilité. Parce que ce cycle, il a surtout démontré que pour le meilleur et pour le pire, les cryptos ne sont pas décorrélés du marché traditionnel. Vous allez avoir vu des études qui viennent le prouver. Donc ça, c'est un argumentaire qui existe, qui peut encore être fait, mais qui est de plus en plus mis à mal. Cependant, l'argumentaire de l'utilité, il est encore là. On le voit. Mais alors, il faut regarder, quand on parle de crypto, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle d'une devise? Est-ce qu'on parle d'un stablecoin? Si on parle d'un stablecoin, est-il un vrai ou un faux? Puis on va y revenir. Est-ce que ce sont des tokens avec une utilité? Donc, vraiment juste mettre quelque chose sur la chaîne de blocs qui soit représenté par un token. Tout ça est très, 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 très différent. Il est important aussi de noter que la plupart des grands joueurs occidentaux de la finance traditionnelle ont créé des équipes spécialisées aujourd'hui. Donc, il ne faut pas oublier que JP Morgan Chase a créé Onyx Digital Assets, donc ils ont leur propre plateforme et chaîne de blocs. BofA Bank of America, a une équipe dédiée. BNP Paribas crée un dépositaire de crypto. Et si on regarde, parmi les plus grands investisseurs dans le secteur, c'est Alphabet, BlackRock et Morgan Stanley. Donc, ce sont des acteurs traditionnels, sérieux, institutionnels. Les 3 derniers que je viens de nommer, par exemple, ont mis plus de 1 milliard dans l'industrie dans la dernière année. Je ne veux pas faire toute la liste, mais ce à quoi on peut s'attendre quand même dans le secteur, c'est que ça ne disparaisse pas. Et 2, que dans le monde occidental, les institutions de plus en plus se positionnent comme des acteurs du secteur. Ce qui est très important, c'est de le faire bien, comme je le disais au début, c'est de connaître ces risques, les avoir évalués et prendre des risques mesurés et connus. Et c'est pour ça, évidemment, que le droit va être de plus en plus important dans le secteur. Puis en tant qu'avocate, je ne peux que trouver ça une bonne chose. Après ce boom, donc, qui est dû, comme je disais, à plusieurs choses et qui n'est pas uniquement la spéculation, comme j'espère vous l'avoir démontré, le bust. Le bust en tant que tel qui est arrivé au printemps, on peut le voir comme quelque chose de très, très, très traditionnel. C'est-à-dire, il y avait du levier sur le marché, de la dette, un manque de collatéral et du collatéral mal pricé, ou qui a changé de prix de manière très rapide à cause d'une crise, et un marché baissier soudain, dû à la fois à l'inflation et à certaines crises. C'est assez classique, on peut même faire un parallèle avec la crise de 2008, que je fais de temps en temps, que je trouve intéressant et qui n'est pas loin de la réalité. Donc,
qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la valorisation, cette crise au niveau qui a fait une crise au niveau du collatéral et une crise de confiance en même temps? C'est ce que certains ont appelé le cryptopocalypse. Bon, on voit maintenant que ce n'est pas si grave que ce qu'on aurait pu penser, mais quand même. En mai, vous vous rappellerez peut-être que le système Luna et son stablecoin, Terra USD, est passé de sa valeur à 0. Ce qu'il est important de retenir sur Terra USD, c'est que ce n'est pas un stablecoin avec des réserves de devises 1 pour 1. Un vrai stablecoin, derrière la devise, on vous dit que 1 de cette crypto est égal à 1 USD, mais derrière, il y a de la réserve, de vrai USD, et il y a une capacité de racheter à 1 pour 1 en permanence. Ce n'est pas le cas de Terra USD. Terra USD, c'est ce qu'on appelle un algorithme, un stablecoin algorithmique, c'est-à-dire que par un processus d'algorithme et de certaines prémices de comment le marché va réagir, on s'attend à ce qu'on soit toujours en 1 pour 1. Ce qui se passe en cas de crise, c'est que ça dévisse, c'est ce qui s'est passé. Et en mai, dévisse, 68 milliards détruits. Et au même moment, ce que ça fait, c'est qu'il y a une pression à la vente des acteurs du marché pour couvrir leurs pertes, une crise de confiance en même temps. Le Bitcoin baisse de 27% en parallèle de la crise de Terra USD. Alors qu'à propos du Bitcoin, rien ne s'est passé, n'est-ce pas? Mais parallèle. Comme je disais, pression à l'avance, plus crise de confiance. Les marchés flanchent, le Bitcoin continue à baisser. Et là viennent, parce qu'il y a des entités qui sont exposées au Terra et à d'autres joueurs, un espèce d'effet domino. Le Bitcoin baisse de 26% à nouveau en juin, qui crée à nouveau une pression à la vente et une crise de confiance à nouveau. Again, ce n'est pas très étranger de ce que vous entendez d'habitude dans les marchés financiers. Donc, malheureusement, il y a des choses qui ne sont pas totalement réinventées avec les actifs numériques, dont la manière dont les marchés réagissent. Donc, assez rapidement, le début de l'effet domino, bon, il y a eu 3AC, qui est un hedge fund, en fait, qui a eu jusqu'à 18 milliards sous gestion, qui était exposé au Luna, exposé au Bitcoin, mais de manière avec de l'effet de levier, qui avait quelques obligations qui n'étaient pas liquides, qu'ils n'ont pas pu vendre assez rapidement, etc. Donc, 3AC va mal. Celsius, qui est un prêteur de cryptoactifs, était exposé à 3AC, à Luna et à d'autres. Donc, l'effet domino continue. Et Voyager, dont vous avez entendu parler aussi, avait un prêt, par exemple, non sécurisé de 650 millions à 3AC. Donc, l'effet domino embarque. Voilà une petite explication de ce qui s'est passé au printemps, puis on va revenir sur certains concepts comme le fait d'être un prêteur versus une plateforme versus un autre joueur par la suite. Alors, quel est le risque d'investir dans les cryptos? Comme je le disais, je ne suis absolument pas conseiller financier et je ne prétends pas faire d'analyse technique ni quoi que ce soit. Donc, je ne veux pas vous parler du risque financier qui est lié à ça. Je veux plus vous parler du risque technique et de légal. Et par technique, je veux juste revenir à un principe de base de la cryptographie qui va expliquer ensuite où sont les risques légaux que je vais décrire. Dans la cryptographie, et si on prend Bitcoin pour exemple, ou la majorité des actifs numériques, la détention du bien se fait par la voie de ce qu'on appelle un wallet. Je ne vais pas utiliser le mot portefeuille, je suis désolée, qui est en français, parce que portefeuille, on l'utilise aussi beaucoup comme portefeuille d'actifs, donc quelque chose qui a plusieurs actifs. Donc, je vais rester avec wallet. Désolée pour l'anglicisme, mais c'est vraiment plus simple, je pense, pour la compréhension ici. Chaque wallet, il est identifié par à la fois une clé privée et une clé publique. La clé publique, c'est comme votre adresse chez vous. La clé privée, c'est comme la clé pour rentrer chez vous. Ça, c'est ce qui identifie votre wallet. La grande question, surtout en termes de sécurité, c'est où, comment sont conservées ces deux clés. Vous avez déjà entendu les concepts de cold wallet et hot wallet, j'imagine. Juste pour revenir dessus, un cold wallet, c'est conserver sa clé totalement hors ligne. C'est souvent fait avec une clé USB ou quelque chose comme ça. Il y en a des spécialisés d'ailleurs. Et le hot wallet, c'est la clé conservée en ligne. Donc, on peut aller
sur Internet, on se connecte et là, on a accès à son wallet qui reste en ligne. Évidemment, en termes de sécurité, ce n'est pas du tout la même chose. Si on est en ligne, on est exposé à tous les dangers comme tout ce qui est en ligne, de hacking, du software lui-même, du fournisseur lui-même, etc., etc. En dehors de ça, qui est très binaire, est-ce que c'est un cold ou est-ce que c'est un hot wallet, puis quelle est la sécurité qui vient avec, le risque légal, il va dépendre de qu'est-ce que vous faites avec votre crypto, quel est l'encadrement de cette activité. Et la majorité du temps, et surtout ce qu'on voit en ce moment, puis ce sur quoi on veut se concentrer, c'est le risque de contrepartie. Donc, qui est votre contrepartie? Quelle est l'entente avec cette contrepartie? Et on peut prendre 3 exemples. Il y a les prêteurs de crypto. Les prêteurs de crypto, ils font 3 choses différentes. Ils peuvent prêter du fiat, donc du Canadian dollar ou dollar US, en prenant du collatéral en crypto. Vous prêtez de la crypto avec une prise de collatéral en fiat, et il peut prêter de la crypto avec une prise de collatéral en crypto. Là, ce qui est excessivement important de regarder, que ce soit parce qu'on veut emprunter à un de ses prêteurs, investir dans un de ses prêteurs, d'une autre manière, être en contact ou faire des affaires avec ce prêteur, c'est quels sont les termes et conditions. Quel est exactement le terme de la prise de collatéral? Est-ce que c'est une sûreté réelle ou est-ce qu'il y a un transfert de propriété? Parce que si on regarde les prêteurs dans le monde de la crypto, les termes et conditions peuvent être excessivement différents quand on va entre l'un et l'autre. Et ils vont s'appeler prêteurs, certains vont s'appeler prêteurs, alors qu'en réalité, il y a un transfert de propriété de la sûreté, donc du collatéral que vous avez donné. Ça, il faut le savoir, il faut en être conscient, ce n'est pas forcément mauvais, mais il faut avoir regardé les termes et conditions de manière très, très précise pour le savoir. En plus des termes et conditions, pour bien comprendre ce qui est fait à la fois avec votre collatéral, il y a aussi la sûreté, la sécurité elle-même de comment est-ce qu'il est conservé. Est-il conservé justement à travers un hot wallet, à travers un cold wallet, à travers un dépositaire tiers qui, lui, garde vraiment la sécurité sur les cryptos donnés en collatéral ou pas. Donc, il faut analyser tout ça pour bien connaître la sécurité qui est attachée à son investissement à côté totalement du côté financier. Est-ce que ma crypto va monter, va descendre, etc., etc. Il y a les preneurs de dépôt. Donc, il y a beaucoup d'entités qui se consacrent à prendre des dépôts de crypto-monnaies contre rémunération, donc comme n'importe quelle banque prend vos dépôts et vous rémunère 1%. On peut penser un petit peu plus dans le futur avec la hausse des taux d'intérêt, mais pour l'instant, des taux assez bas, mais prise de dépôt. À nouveau, quels sont les termes et conditions? Est-ce qu'il n'y a pas de transfert de propriété en vrai? Parce que ce soit le preneur de dépôt ou le prêteur, s'il y a un transfert de propriété de votre collatéral ou de votre dépôt, en cas de faillite de l'entité en face de vous, c'est excessivement différent. Vous ne devenez qu'un créancier versus quelqu'un qui avait donné une sûreté. Donc évidemment, révision des termes et conditions de manière hyper précise, comme je le disais, et j'ajoute, très important parce que ça c'est spécifique aux cryptos, comment est-ce que le dépôt est conservé? Hot wallet, cold wallet, utilisation d'un dépositaire tiers, etc. Maintenant vient le 3e type de contrepartie, et c'est celui sur lequel je vais passer le plus de temps, c'est les plateformes qui permettent d'échanger les cryptos. Et ça, il y aurait exactement les mêmes questions qui se poseraient, puis ce serait difficile à gérer si on n'avait pas de réglementation. Au Canada, on a la chance d'en avoir. Donc, on a aussi, je dois le dire quand même, on a aussi la chance d'avoir certains, il y a des preneurs de dépôt qui sont par ailleurs réglementés. Parce ils utilisent une entité qui est un courtier en valeurs mobilières, par exemple, réglementé pour faire la prise de dépôt. Donc, il y en a aussi de ce côté-là. Mais les plateformes, pour qu'elles soient légales au Canada, doivent être inscrites ou en train de travailler activement à inscription en ce moment. Et ça fait quelques années que c'est le cas. Donc, à nouveau, on a de la chance, entre guillemets, au Canada, ça existe. Ce n'est pas un Far West comme ça peut l'être dans d'autres pays. Donc, quel est cet encadrement en réalité? Au Canada, il y a deux niveaux, je dirais, pour les plateformes. Il y a les plateformes puis on va revenir au concept, il y a des plateformes qui ne conservent en absolument rien votre crypto, ne font que vous aider à l'échanger. Il n'y a aucun dépôt, aucun dépositaire au milieu.
Et à ce moment-là, eux sont réglementés seulement en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Donc, ils doivent être inscrits avec CANAF. S'ils sont actifs au Québec, avec Revenu Québec à titre d'entreprise de services monétaires. Donc là, ce sont des obligations quand même de connaissance du client, de déclaration de certaines transactions. Donc normalement, les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme sont gérés par ce biais-là. Puis ça, c'est s'il n'y a aucun enjeu parce qu'ils ne conservent pas vos cryptos, donc il n'y a pas de peur au niveau de la protection des investisseurs quant à ce qu'ils puissent éventuellement perdre vos actifs, comme je le décrivais avant, pour les personnes qui ne sont pas réglementées. Alors, ce qui s'est passé pour ceux qui conservent vos cryptos, ou lorsque la crypto n'est pas une commodité, mais plutôt une valeur mobilière ou un produit dérivé, c'est que les SAVM sont venus dire, il y a plusieurs années, que les règles existantes s'appliquent, tout simplement. Les cryptos peuvent être en elles-mêmes des valeurs mobilières ou des produits dérivés. Si c'est le cas, les obligations de prospectus, de distribution à travers un courtier, tout ce qui s'appliquerait s'applique. Mais ils ont aussi inventé un nouveau concept qui vient s'adapter au puzzle existant de la réglementation, mais qui est quand même nouveau. C'est de venir dire que les contrats ou les instruments entre la plateforme d'échange et son utilisateur, en soi, est une valeur mobilière ou un produit dérivé. Puis comment est-ce qu'ils ont fait ça? C'est le concept de crypto contracts, contrats sur cryptoactifs, dont vous avez probablement entendu parler. Ils sont venus dire que lorsque, même si c'est une commodité, là on parle du Bitcoin par exemple, un cryptoactif n'est pas immédiatement livré lorsqu'il est acheté. Donc selon votre contrat ou votre instrument ou autre avec la plateforme, vous n'avez pas la crypto-monnaie livrée de manière immédiate dans un wallet qui n'est contrôlé que par vous. Il est plutôt conservé par la plateforme ou par un autre dépositaire. Donc, vous continuez à dépendre de la plateforme, de ce dépositaire ou autre, et de ses efforts pour retrouver votre crypto-actif. Le concept des autorités en valeur mobilière est de venir dire, dans ce cas-là, c'est un contrat d'investissement qui est une partie de la définition de valeur mobilière depuis toujours. Un contrat d'investissement, si on dépend des efforts des autres pour éventuellement tirer profit de son investissement initial, c'est une valeur mobilière. Donc, ils disent que l'investisseur est tributaire des efforts de la contrepartie pour conserver et ensuite retrouver, donc que lui soit livré, sa crypto-monnaie. Ça, c'est le concept fondamental derrière la raison pour laquelle les plateformes d'échange doivent être inscrites au Canada. C'est la façon fondamentale dont les autorités en valeur mobilière canadiennes sont venues réglementer les cryptos qui ne sont pas en soi des valeurs mobilières ou des dérivés. C'est venir dire le contrat entre l'utilisateur et l'autre partie, le vendeur ou l'acheteur, est en soi une valeur mobilière parce qu'il n'y a pas de livraison immédiate. Donc ça, c'est le concept le plus important dont il faut se souvenir en termes de réglementation au Canada. Et c'est en application de ce concept que la grande majorité des plateformes que vous voyez, que vous avez utilisées, avec lesquelles vous avez interagi, devraient être inscrites ou en train de travailler dessus. Ça aussi, c'est un concept important qui n'est pas forcément publié ou rendu public au Canada, mais il faut le savoir. Cependant, c'est un processus qui est long. Donc, c'est pour ça, vous aurez remarqué depuis tout à l'heure, je dis toujours qui est inscrite ou en processus de l'être. Il ne faut pas oublier qu'il y en a qui ont mis énormément d'investissements, qui travaillent très fort depuis des mois, voire des années, à le devenir. Donc, il ne faut pas assumer que parce qu'une plateforme n'est pas inscrite aujourd'hui, elle n'est pas un des bons joueurs qui travaillent avec les autorités en valeur mobilière pour le devenir. Il y en a 9 aujourd'hui qui sont effectivement approuvés. On peut les trouver sur le site de la CVMO, c'est assez facile. Rien qu'en tapant, je pense, CVMO crypto plateforme, on a la liste. Il y a celles qui sont légèrement différentes des plateformes traditionnelles, puis mais qui sont en train de travailler ou qui sont inscrites dans ce qu'on appelle plus la sandbox ou le launchpad, qui existent aussi et qui sont aussi des bons joueurs. Donc, vous comprenez que c'est un peu difficile aujourd'hui
de savoir qui est un bon joueur, puis qui est rogue, parce qu'il y a des gens qui sont dans la liste d'attente, puis qui travaillent très fort et qui sont des bons joueurs, mais ce n'est pas encore public. Alors, le 15 août 2022, donc très, très, très récemment, les ACVM ont fait une tentative pour un petit peu régler ce problème. C'est-à-dire qu'ils ont exigé des plateformes qui sont soumises à la réglementation, qui sont dans la liste d'attente, puis qui sont en train d'y travailler, de leur soumettre un undertaking, de s'engager à respecter certains termes et conditions qui sont assez proches en fait de ceux qui sont applicables une fois que la plateforme est inscrite. Je ne rentrerai pas sur est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose. C'est la voie que les régulateurs ont choisie. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est justement très difficile de déjà faire ces termes et conditions sans la période de transition qu'autorise l'inscription normale et le processus qui dure des mois. Évidemment, ça a quand même l'avantage pour nous, éventuellement, une fois que la liste sera complète, de connaître les bons joueurs et donc de faire la différence. Ça, c'est évidemment si la majorité des gens, puis ça fait partie du message que je me permets de vous envoyer, quand ils interagissent avec un joueur, essayent de vérifier si c'est un joueur réglementé ou non. Et souvent, c'est quand même, sans éventuellement aller sur le site, c'est souvent visible dans la manière dont le marketing est effectué. Est-ce que c'est très agressif? Est-ce que ça vous promet des rendements, etc., versus les joueurs canadiens qu'on connaît, qui, eux, restent dans les règles et font leur marketing de manière un petit peu plus mesurée. Alors, quels sont exactement les termes et conditions qui sont applicables à ceux qui s'inscrivent et donc qui jouent dans les règles, en plus de tout ce que je vous disais sur la lutte contre le blanchiment d'argent? C'est quand même important, quand on parle justement de sécurité, de savoir qu'il y a 80% des actifs des clients des plateformes inscrites qui doivent être confiés à un dépositaire qualifié. Ce qu'on appelle un dépositaire qualifié, ce sont les mêmes types de dépositaires que ceux que vos courtiers en valeurs mobilières et les fonds d'investissement inscrits au Canada doivent utiliser. Donc, c'est une banque, c'est une société de fiducie inscrite, c'est une entité qui fait preuve d'un niveau de sécurité financière qui est assez élevé. Donc là, il y a 80% des actifs des clients qui doivent être conservés là. Il y a une assurance qui est imposée contre la perte des actifs clients, et même les conditions dépendent, changent de temps en temps, mais quand même, en général, ça doit couvrir le piratage, les copies, la perte ou le vote des clés, donc comme je disais, les clés de votre toilette, le vol à l'interne ou autre fraude des employés ou dirigeants, qui, comme on sait, et reste toujours un grand risque dans toute entité. On peut être autant dématérialisé qu'on veut. S'il y a une fraude de la personne physique qui a accès aux informations, il faut être assuré contre, parce que c'est très, 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 très difficile à gérer sinon. Et donc, il y a d'autres protections. À nouveau, elles peuvent être plus ou moins controversées. Certains remettent en cause leur pertinence ou pas. On verra petit à petit, quand on sort du système intérimaire puis qu'on a un système plus permanent de réglementation, on va voir ce qu'il en reste. Mais pour l'instant, il y a quand même des obligations de convenance, limite de perte et donc d'investissement de certains comptes. Il y a un concept de Specified Crypto Assets, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les ACVM ont considéré que pour Bitcoin, Ether, Litecoin, Bitcoin Cash, on peut investir autant qu'on veut dans l'année, mais ils sont venus limiter les investissements dans les autres, pour tout ce qui est en dehors de Alberta, BC, Manitoba et Québec. Donc, principalement, disons, en Ontario. La majorité du temps, pour les plateformes, c'est limité à 30 000 par an. Donc, 30 000 $ par an a étant investi dans autre chose que ces Specified Crypto Assets. C'est une protection qu'ils ont estimée nécessaire en Ontario, par exemple. Et une transition vers le CRCVM. Donc, ça, c'est ce qu'on demande à ceux qui sont inscrits et ce qu'on demande à ceux qui sont en voie de s'inscrire. Cependant, à nouveau, faisons attention, on estime qu'il y a 50% de la part de marché aujourd'hui au Canada qui est utilisée par des plateformes qui ne sont pas inscrites et qui ne sont pas en voie de s'inscrire. Donc, il faut faire attention quand on est en situation de faire une vérification diligente. C'est la première question à poser. Où en êtes-vous avec le régulateur? Quel est l'état des discussions? Évidemment. Donc, si quelqu'un est en conversation, comme je disais, il y a toujours eu une entente
que les entités peuvent continuer à opérer. Maintenant, il y a un petit caveat qui est, si on a demandé le undertaking annoncé le 15 août, il faut l'avoir donné. Ensuite, je voulais parler un tout petit peu des leçons à tirer, mais je pense que je l'ai répété et répété et répété beaucoup. Pour moi, la grande leçon à tirer de tout ça, c'est si on est en dehors du secteur qui a de la réglementation spécifique aujourd'hui, termes et conditions et comment sont conservés les biens. Analyser, analyser, analyser. Ne surtout pas penser que si on vous dit que c'est un prêt ou que c'est une prise de collatéral, bah, c'est effectivement le cas. Comme tout en droit, appeler quelque chose une sûreté, si ce n'est pas une sûreté, puis si c'est un transfert de propriété, ben, ça reste un transfert de propriété légalement. S'il y a faillite, vous êtes un créancier, comme tout le monde, et non pas quelqu'un qui avait donné quelque chose en sûreté, tout simplement. Donc, très, très attention à ça. Et au niveau des plateformes d'échange, si elle doit être inscrite, à nouveau, vérification diligente, où on en est, quel est l'état des discussions avec le régulateur, est-ce qu'il y a eu des lettres données qui demandaient soit exiger l'inscription, mais aussi demander ce fameux undertaking qui est exigé depuis le 15 août, puis à quelle étape on en est. Parce que, comme je le disais, le undertaking, il y a quand même des termes et conditions assez évolués dedans. Donc, où on en est à ce niveau-là. Puis pareil, pour ce qui est cybersécurité, risque de piratage, à nouveau, quels sont les termes et conditions, comment est-ce que c'est conservé, est-ce qu'il y a un dépositaire qualifié, et est-ce qu'il y a de l'assurance qui est donnée. Et comme je disais, quand on se situe dans le secteur réglementé, il y a quand même un minimum de protection des investisseurs qui ont été imposés par les autorités en valeur mobilière. Donc, ça, c'est une bonne chose. Je pense que je suis passée au travers de la majorité des sujets que je voulais adresser, mais je serais vraiment curieuse de connaître vos questions et s'il y a quoi que ce soit dont vous voulez discuter plus spécifiquement. Je prends la parole rapidement, tellement de questions après une telle présentation. Je vais peut-être me limiter aux échanges. Les so-called exchanges. On voit beaucoup de choses dans les médias populaires, des séries Netflix et tout le reste, sur toutes sortes de choses qui se sont passées sur les exchanges et aussi la perte de clés et qui ne nous permet pas de retourner et aller chercher nos actifs. Est-ce qu'on peut peut-être prendre quelques minutes et passer un peu de temps là-dessus pour mettre les gens à l'aise? Je sais que ça insécurise beaucoup de gens, cette partie de la chose. Oui, alors effectivement, ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu, plusieurs années, le scandale Quadriga, qui, je pense, a choqué énormément de personnes, où effectivement, on avait un individu qui conservait la clé privée qui permettait d'accéder à l'intégralité de la crypto, qui était sur un exchange. Puis ça, c'est le grand scandale qui a fait énormément de bruit. Ça, aujourd'hui, sur un échange canadien, c'est impossible. Il y a des règles très, très précises dans les termes et conditions qui ont été imposées par les autorités sur la garde des clés, sur la façon dont ça peut être effectué. Donc, un individu qui peut prendre un avion et faire croire qu'il est décédé, avec les plateformes canadiennes qui ne montrent pas de blanche et qui essayent de faire les choses bien, ça n'est pas permis ici. Donc, à nouveau, et je prends souvent l'analogie, quand on regarde des choses, les gros titres ou les scandales qui peuvent se passer dans le secteur, je fais un peu souvent l'analogie de est-ce qu'on achèterait une maison à quelqu'un dans une allée un peu étrange qui nous dit « Oui, oui, tiens, je les ai, je peux te donner les clés de la maison qui est là juste à côté, si tu me donnes une mallette non. » Donc, la différence entre les plateformes étrangères un peu rogue qui font les choses comme ça, et vous pouvez le remarquer, ils ne vont pas faire de KYC, ils ne vont pas vérifier votre identité. Et ça, c'est l'équivalent du back alley versus la plateforme où vous allez bien voir que la onboarding va être comme celui d'une banque. Il va vous demander les identités, vérifier les choses, etc. Et on en a au Canada, des comme ça. Donc, il faut faire attention. Pas dealer avec la personne dans le back alley. Je vois que j'ai une question à l'écrit. Est-ce que les discussions avec les régulateurs sont en cours pour la tokenisation et l'usage des NFT en dehors de la propriété intellectuelle?
notamment en matière de propriété immobilière. Alors oui, alors deux choses là-dessus. Il y a surtout, notamment en matière de propriété immobilière, comme je le disais, on a eu une décision très intéressante de la CVMO récemment qui autorise, et ce n'est pas à travers des NFT, ça va être à travers des tokens qui sont non-fungible. Donc, il n'y a pas le mot no NFT il y a pas le mot NFT dans la décision, mais en réalité, ça revient un petit peu au même. Et la CVMO a donc autorisé un test pilote de tokenisation exactement, de propriété immobilière. Un fonds va être mis en place, une société en commandite comme traditionnelle, sauf que les unités de ce fonds qui vont être vendues aux investisseurs vont être des tokens qui donneront donc accès à 0,1, 1% de la propriété qui est achetée par ce fonds. Et donc permettre en fait le but, c'est sans doute pour ça que vous posez la question, Mathieu, le but, c'est de donner une exposition possible au marché immobilier et au levier que le marché immobilier permet d'avoir aux gens qui, pour autant, ne peuvent pas se permettre d'acheter la maison en entier. Donc, oui, c'est des choses qui avancent beaucoup et la propriété immobilière est un des gros marchés, je dirais, au niveau international pour la tokenisation. On en parle, donc au Canada, on a cette décision, mais je sais qu'on en parle aussi beaucoup en Europe. Pour avoir des homologues là-bas qui travaillent sur des projets aussi. Donc, c'est quelque chose sur lequel tout le monde travaille activement, oui. D'accord, peut-être une autre rapide. On voit de plus en plus la popularité des crypto-monnaies, entre autres les athlètes certains athlètes qui décident de se faire payer en crypto-monnaie. Je peux nommer Tom Brady pour donner un exemple. Est-ce que vous avez déjà vu une transaction M&A dans laquelle il y a eu paiement, échange, promesse d'achat avec de la crypto-monnaie? Alors, non, pas au Canada. J'ai vu des tokens, oui, pour des entités justement qui émettent des tokens et qui en profitent. Une crypto autre, c'est-à-dire totalement décorrélée, donc être payée en Bitcoin pour acheter une entité qui par définition n'est pas le Bitcoin et n'est pas la blockchain liée. Donc, quelque chose de vraiment décorrélé. L'utilisation en tant que devise dans une transaction M&A, non. Et je pense que malheureusement, la difficulté de valorisation est peut-être liée à ça. Après, si les deux parties sont prêtes à le faire, pourquoi pas? Ce qui est difficile, c'est que c'est vrai que c'est justement décorrélé de la business qu'on est en train d'acquérir. Sauf si on va aller, comme je disais, dans ce que moi j'ai pu voir, où c'était des tokens qui, eux, sont liés. Donc, effectivement, le succès de la business dans laquelle on investit est lié à la montée ou à la perte de valeur du token qui est échangé en partie. Donc, il y a une corrélation ici. D'accord, très bien. Alors, c'est tout. On va clore la présentation. J'aimerais beaucoup remercier Maître Fouin de s'être joint à nous. C'est un sujet qui est très d'actualité. Alors, on vous remercie de nous avoir éduqués quelque peu quand même sur le marché. C'est un service qu'on offre aux membres d'essayer de s'éduquer sur toutes sortes de parties du marché. Et bien sûr, si on a des membres qui sont sur l'appel, qui aimeraient profiter de l'expertise de Maître Fouin, on peut communiquer avec vous ses coordonnées afin de pouvoir avoir une discussion avec elle. Elle est bien ouverte à faire ce genre de service. Alors, encore une fois, on remercie Osler et en particulier Maître Fouin de nous avoir donné la présentation aujourd'hui. Merci au Club M&A, merci à Abraham, merci à Laurine et bonne journée à tous. Merci Merci Laure. à tous. Un grand merci. Au revoir. Au revoir.